Lecture sur le fil. Sur le fil du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent, pour le partager, le fil de leurs idées. Alors, nous allons commencer notre séance du 25 février de lecture sur le fil avec tout d'abord notre collègue Anne Carlier, qui, je vous le rappelle, est professeure à la Sorbonne en histoire de la langue et notamment de la langue française. Et en fait, elle est ici aujourd'hui à titre de membre de l'Académie royale de Belgique, puisque c'est dans ce contexte c'est à ce titre qu'elle a participé au jury des arts de la scène. Et c'est donc ce témoignage et sa participation active de membre du jury dont qu'elle va nous restituer aujourd'hui au travers de la présentation d'un certain nombre de textes qui ont été nominés ou nommés, qui ont reçu un prix. Il s'agit donc de Take Care de Carco. Il y a également la trilogie de Anne-Cécile Van Dalen, c'est-à-dire Tristesse Arctique et Kingdom, et en particulier, je crois que Anne nous parlera de Kingdom. Et puis, nous avons aussi le livre, enfin la pièce de Florian Pâques, Étienne A. Voilà. Eh bien, Anne, je te cède la parole. Alors, donc, je vais vous présenter un peu un florilège du théâtre belge contemporain, donc florilège au sens où on cueille des fleurs. Hein, donc, alors, les pièces que je vais vous présenter n'ont pas nécessairement eu un prix. Ce sont des pièces qui, d'une façon ou d'une autre, m'ont parlé. Hein. Alors, ce sont toutes des pièces qui ont été nominées pour le prix, mais donc, il n'y avait qu'un prix pour le théâtre, un prix de découverte pour un jeune écrivain. Donc, il est évident que toutes les pièces que je vais présenter n'ont pas été retenues pour le prix. Alors, je vous montre un peu quels sont les prix qui ont été attribués. Et donc, c'est tout récent. Donc, j'ai siégé quant à moi dans ce Grand Prix des arts du spectacle. Alors, je dirais tout de suite que je l'ai fait en non spécialiste. J'adore les arts de la scène. J'ai des enfants qui sont musiciens et donc j'adore l'opéra et donc je fréquente aussi le théâtre. Et donc, c'est un peu en tant que membre amateur au sens... dans tous les sens du mot, mettons, hein, que j'ai participé. Alors, je vais peut-être juste dire un mot sur l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique. Il s'agit d'une académie qui est majoritairement composée d'écrivains. Donc, il y a 26 écrivains et il y a 14 philologues. Alors, les philologues, ce sont des spécialistes de langue et de littérature. Donc, il y a donc aussi des spécialistes de littérature. Il y a aussi des membres étrangers, donc c'est donc une académie assez ouverte qui accueille par exemple aussi les poètes. Je pense que ce n'est pas le cas de l'Académie française. Alors, les pièces que je vais présenter, Cécile les a déjà présentées, donc je vais dire aussi un mot sur Quand tu es revenu de Geneviève Damas, qui est une pièce qui n'a pas été couronnée, mais qui m'a personnellement aussi beaucoup parlé. Alors, peut-être juste d'abord un mot sur le théâtre en général. Donc, il y a une grande diversité quand on lit ces pièces et on n'y a pas nécessairement accès à travers le texte. En ce qui concerne la mise en scène, parfois il y a un décor plutôt brut, où on fait surtout un jeu avec des éclairages. C'est par exemple le style que va adopter Florian Pâques. Parfois, il y a un décor très, très stylé, c'est le cas de Noémie Carco. Et parfois, il y a un jeu avec
avec le cinéma, la musique. C'est l'approche que pratique depuis un certain temps Anne-Cécile Van Dalen. Alors, quand on lit un texte de théâtre, c'est un peu un texte qui n'est pas fait pour être lu, hein. Et donc, il y a des aspects précis qui peuvent choquer, mais qui sont nécessaires parce qu'il y a cette représentation théâtrale, l'aspect très dramatique, la vigueur, voilà, la frénésie parfois. Non, il n'y a pas vraiment de moment de repos, hein, parce qu'on ne peut pas perdre l'attention du public. Mais donc, il y a aussi ces drôleries, le rire, la tendresse, la mélancolie. Alors, il y a aussi un statut particulier du texte de théâtre, dans ce sens que la plupart des auteurs sont aussi des metteurs en scène, voire des comédiens, et donc ces textes sont rédigés à l'occasion d'une représentation. Alors, vous pouvez vous imaginer que la production des textes de théâtre a été un peu pauvre dans le contexte actuel de la pandémie parce que les représentations n'étaient pas possibles. Et c'était le cas, en fait, le jury l'a constaté, c'est qu'en fait, il y avait moins de production que d'habitude. Donc, c'était peut-être un peu plus difficile de trouver de très bons textes. Alors, beaucoup de textes de théâtre ne sont pas édités, mais restent au statut d'un support pour la performance. Et donc, les auteurs ont du mal à faire publier leurs textes et ce sont souvent de petites maisons d'édition qui les acceptent, d'où leur manque de diffusion en tant que texte littéraire. Et c'est ça que Cécile a pu constater. Elle n'a pas réussi à obtenir certains textes, donc la diffusion est assez mauvaise. Et c'est pourtant très important pour les auteurs de textes de théâtre de voir pérenniser leurs textes, de voir aussi comment quelqu'un d'autre se les approprie. Donc, parce que ça a été fait pour une performance spécifique avec leurs acteurs, leurs troupes, etc. Et donc, quelqu'un d'autre va peut-être en faire quelque chose de tout à fait différent parce que le texte, ce n'est que la moitié de la performance. Alors, il y a aussi, je voulais dire aussi un mot sur la jeunesse du texte. Donc, très souvent, le texte de théâtre est rédigé en fonction de la mise en scène, des acteurs bien particuliers avec lesquels on joue. Et ça peut même aller plus loin. Par exemple, Noémie Carco nous a raconté, alors je la cite, hein, « Rappelons que je pratique l'écriture de plateau. Je soumets un thème aux acteurs, je les filme, je les écoute. » Je vais un peu enlever le... Voilà. Je les écoute, je retranscris alors les morceaux de leur texte qui m'intéressent, je les modifie, je les rythme, je les condense. Comme un montage cinématographique, j'écris plutôt des spectacles que des pièces de théâtre. Donc là, on voit vraiment ce qu'on appelle l'écriture de plateau. Donc, c'est en fait une écriture collective par les acteurs et par le metteur en scène. Alors, parfois aussi, il y a des exigences particulières de la part des acteurs. Par exemple, Étienne A est joué par quelqu'un qui voulait absolument jouer seul, hein, donc ça a été fait en fonction d'un monologue. C'est pas tout à fait un monologue, vous allez le voir, mais donc il n'y a qu'un acteur sur scène qui bouge, qui s'adapte, qui change de voix, d'attribut, etc., pour jouer les différents personnages. Alors parfois aussi un ajustement à l'actualité. Avec Le Paradis au bout, par exemple, il s'agit d'une pièce qui a été présentée durant un certain nombre de temps, chaque fois dans le même format, mais donc avec de nouvelles actualités qui étaient intégrées. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, je vais commencer par présenter Florian Pâques. Florian Pâques, vous l'avez ici sur la scène, hein, c'est un très jeune auteur, il n'a pas encore 30 ans, il est né en 92. Alors, il s'agit de quelqu'un qui a fait des études de lettres et qui ensuite a suivi une formation de dramaturgie à Paris, le cours Florent, que vous connaissez peut-être. Et c'est là qu'il va monter ses premiers spectacles et il a entre-temps monté sa propre compagnie, le Théâtre de l'Éclat. Alors, je vais présenter ces deux premières pièces, à savoir Avec le paradis au bout et Étienne A. Ce sont deux pièces d'un registre très différent.
D'une part, une œuvre chorale qui reparcourt l'histoire du monde depuis la chute du mur de Berlin, le moment où sont nés les acteurs pour lesquels la pièce a été rédigée, et d'autre part, une pièce intimiste où se trouve décrite l'existence sans horizon d'un employé de la firme Amazon. Alors, je commence avec Le paradis au bout. Et donc, avec Le paradis au bout, ça provient d'un vers de Paul Verlaine. Vous avez ici le poème. Le bruit des cabarets, la fange du trottoir, les platanes déchus s'effeuillant dans l'air noir, l'omnibus, ouragan de ferraille et de boue, qui grince mal assis entre ses quatre roues. Toi qui dégoûtes, mur sointant, pavé qui glisse, bitume défoncé, ruisseau comblant l'égout, voilà ma route, avec le paradis au bout. Donc là, vous avez un peu la couleur de la pièce. La pièce dresse une grande fresque chatoyante, composée de scènes rapides, qui évoquent une série d'événements dramatiques ou de problèmes majeurs qui ont marqué le début de ce siècle. Alors, la pièce est née dans le contexte du Bataclan. Florian Pâques évoque comment, avec des amis, de différents arrière-plans culturels, il fait le bilan à partir de l'espoir qu'a créé la chute du mur de Berlin en 89 et ensuite le désarroi après l'écroulement des Twin Towers, la mise au feu du Moyen-Orient, la crise financière, l'incessante tragédie de la migration, la poubellisation de la planète et le début de l'actuelle pandémie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une pièce qui a été retravaillée et complétée au fur et à mesure des événements de l'actualité. Certaines scènes ont été évacuées, d'autres, ayant trait à la pandémie, ont été rajoutées. Et il est clair que si la pièce devait être jouée aujourd'hui, la guerre que mène Poutine aujourd'hui en Ukraine en ferait sûrement partie, un peu en tant qu'écho par rapport à l'événement de la chute du mur de Berlin. Alors, on va pas défiler des personnages en tout genre, tantôt émouvants, tantôt drôles ou inattendus, comme par exemple des jeunes filles est-allemandes qui réalisent, après la chute du mur, aussitôt leur rêve d'aller manger des huîtres. Aussi, des personnalités connues, on voit par exemple la jeune Angela Merkel. Les acteurs s'expriment parfois aussi en leur propre nom et se succèdent pour entendre le point de vue d'une génération sur ce qu'ils appellent ce nouveau monde sans boussole. Il y a un acteur qui dit « J'ai mal au monde ». Un autre « Voilà 20 ans que nos enfants sont disparus ». Et d'où la question posée dans un dernier tableau consacré au nettoyage de toilettes communes. Mais quel matin possible pour une nuit sans fin? Alors, donc on voit cette scène finale assez forte où donc 4 femmes nettoient les toilettes publiques avec la tâche de nettoyer les crasses des 30 dernières années, en quelque sorte. C'est donc symbolique. Alors, donc, vous avez là une pièce qui est assez épique et la pièce Étienne A est beaucoup plus intimiste. Donc là, comme je l'ai dit, il s'agit d'un monologue ou d'un soliloque. Et dans les parties dialogiques, l'unique auteur joue les autres personnages en changeant sa voix, en changeant d'espace, chaque espace sur la scène étant réservé à un personnage spécifique. Alors, l'histoire est très banale. Étienne A, on ne dit pas son nom, l'absence de nom montre qu'il est un numéro plutôt qu'un humain, travaille chez Amazon. Et la pièce le met en scène durant la période de Noël, où le contraste entre la chaleur familiale recherchée et le caractère déshumanisant de ses conditions de travail, et des conditions de travail pour faire arriver les cadeaux sous chaque arbre de Noël, ne peut être plus grand. Alors, il s'agit d'une pièce qui baigne dans l'atmosphère des temps modernes de Charlie Chaplin. Il est donc en quelque sorte fourmi parmi les fourmis et soumis à une cadence épuisante, alors même que son chef lui reproche sa baisse de rendement. Et donc, il n'arrête pas, même dans ses rêves, d'expédier des cartons. Et même en ce soir du 24 décembre, où se passe la pièce, il est obligé de prester, puisqu'il est travailleur de nuit. À son fils, qui lui demande quel métier il fait, il dit « fourmi ». Alors, s'y mêlent quelques intrigues, dont les relations difficiles avec son ex-femme et le nouveau mari, par hasard manager chez Amazon, qui ne manque pas de souligner ses mauvaises prestations
et qui le mute de service. Et puis, il y a aussi son amour naissant avec sa collègue Sandrine, qui lui annonce qu'elle va se marier. Donc, on évoque donc cette vie de grisaille, de misère morale et de contraintes permanentes. Alors, cette vie est décrite sans pathos, mais avec empathie, voire avec tendresse. Donc, Florian Pâques dresse en quelque sorte le portrait d'un homme ordinaire, Étienne A. Donc, et il donne ainsi la parole à un invisible de nos sociétés, hein, condamné à accepter tout ce qu'on lui propose, à se taire et à continuer malgré tout. Le dénouement de la pièce offre au protagoniste une échappatoire poétique, hein, en cette nuit de Noël, alors qu'ailleurs on termine la bûche et on ouvre ses cadeaux. Étienne A s'offre pour la première fois l'occasion de rêver sa vie autrement. Il entre dans un carton de l'entrepôt, s'y enferme et attend d'être expédié ailleurs. Alors, l'extrait que Cécile va vous lire commence au moment où il laisse tomber un énorme carton. Je vais vous lire ça tout de suite. Voilà. Il y a eu comme une détonation dont l'écho percutait chaque étagère. Puis le silence. Je pensais qu'un manager ouvrirait la porte, s'inquiéterait du fracas qu'il avait entendu, que Franck, par exemple, qui m'avait confié cette mission, viendrait aux nouvelles, mais personne. Personne n'est venu. Alors, j'ai ramassé mon carton, j'ai juré un peu dans mes joues parce qu'il était déchiré dans le coin supérieur gauche. Je voulais voir ce que j'avais brisé, alors j'ai mis mon œil dans le trou du carton. Et là, tu me croiras si tu me crois, Sandrine, mais j'y ai vu un petit garçon avec des yeux tombants, des lèvres roses, une coupe au bol d'un blond tirant sur le brun. Il me soufflait dessus la fleur d'un pissenlit blanc et il riait d'un rire aigu comme un moineau. Et je l'ai reconnu, le petit garçon, Sandrine. Le petit garçon avec son t-shirt rouge et sa veste turquoise. Je l'ai reconnu. C'était moi. Dans la caisse, c'était moi, enfant. J'avais 7 ans. J'étais dans un champ, pas loin de Fleury-les-Aubrais. Ma mère était encore là. C'est vers elle que je soufflais les pissenlits à l'époque. Je me souviens d'avoir beaucoup ri, Sandrine. L'enfant riait aux éclats dans le carton. Il me regardait et il a dit « L'enfant, comme je suis devenu grand et mes cheveux dorés, il ne reste plus que les marrons et de la barbe. Elle pique, dit, elle pique comme celle de papa piquait petit. » Ou plutôt, c'est un point d'interrogation, excusez-moi. Elle pique comme celle de papa qui piquait petit, et il a tendu la main pour me caresser la joue. Et c'est sorti soudain, comme si le mot m'avait échappé. J'ai senti ses doigts sur ma joue et je lui ai demandé « Pardon, Étienne, je te demande pardon. » Sans me demander pourquoi, il a retiré sa main, il a cligné des yeux et il a soufflé sur un autre pissenlit. Tout volait dans les airs et son rire faisait danser les aigrettes. J'ai vu venir sous cette pluie blanche d'autres figures, d'autres personnes. Le Père Noël, mon oncle Marc, mon grand-oncle Pierre, mes grands-parents du côté de ma mère, etc. Et devant chaque visage, je répétais « Pardon, pardon ». 1000 fois pardon, et pardon me semblait peu pourtant, mais je n'avais que ce mot-là à balbutier devant eux pour apaiser les déceptions, les hontes, les rêves que j'avais oubliés. Je répétais pardon, pardon parmi les rires de l'enfant qui ponctuait l'apparition d'autres visages. C'est alors que j'ai entendu une voix, celle de ma mère. Je la cherchais des yeux, je l'entendais me murmurer. Mère, un rêve ne se rêve pas, Étienne, un rêve se réalise. Et j'ai versé une larme dans le trou du carton. Il y a longtemps que je ne rêve plus d'étoiles, d'océans, de montgolfières, Sandrine. Mes rêves ne sont remplis que de cartons à scanner dont on ne connaît jamais la destination ni les destinataires. Où partent-ils? Qui les reçoit? Leur avenir est une surprise. Je les envie. Moi aussi, je veux explorer l'Amazone et prendre vie ailleurs, qui sait? Peut-être finirai-je sous un sapin de Noël? Voilà. J'ai préparé ma fiche, mon étiquette. J'ai trouvé un espace vide dans le stock pour ranger mon carton.
Mais j'ai besoin que tu fermes ma boîte, Sandrine, et que tu me déposes dans une allée. Ce sera notre secret, d'accord? J'emporte tes yeux, jolie rivière, avec moi. Je glisse ton sourire abricot dans la boîte. À bientôt, Sandrine. Sandrine, encore une chose. Si quelqu'un te demande où je suis, réponds que la fourmi s'en est allée chanter. Merci Cécile pour cette lecture que tu as faite d'une façon merveilleuse. Alors, je vais vous présenter ensuite, vous avez ici encore la mise en scène de Florian Pack et Étienne A. Donc, vous voyez un peu le caractère un peu brut du décor, et donc tout est en fait dans la manière d'acter la pièce. Donc, il n'y a pas de distraction. Donc. Alors, je vais maintenant vous parler d'une deuxième pièce, ou d'une troisième pièce plutôt, Noémie Carco, Take Care. Noémie Carco est une comédienne, auteure et metteur en scène française, mais elle est installée depuis très longtemps à Bruxelles. Donc, avec sa compagnie franco-belge Le Corps Crie, elle construit ses spectacles en développant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un travail d'écriture à partir du plateau, où les émotions sont portées par le corps autant que par la voix. Alors, elle est aussi enseignante, donc elle enseigne au cours Florent à Bruxelles. La pièce est intitulée Take Care, et elle est évidemment terriblement actuelle dans le contexte de la crise sanitaire. Elle nous conduit à nous interroger sur la question de savoir comment nous prenons soin des gens qui sont dans une relation de dépendance, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents qui vieillissent, les voisins qui ont besoin d'aide, mais aussi, par exemple, notre conjoint. Alors, la pièce se joue dans un espace hyper réaliste, avec, comme vous le voyez, une table conviviale, un vieux frigo, un canapé fatigué, un débarras encombré de vaisselle pour situer, et on situe les personnages dans leur maison familiale, isolée et vétuste, avec un trou, à reboucher ou non, un trou qui est obsédant. L'heure est au partage, donc on a l'impression qu'il s'agit de partager l'héritage, et ensemble, ces jeunes adultes doivent notamment décider de la destination de la maison. Et donc, ça commence à discuter ferme au sein de la fratrie, entre partisans et adversaires de la vente, autour de cette table, symbole de la convivialité. On a l'impression que tous sont de bonne volonté et même heureux de se revoir, mais en même temps, les vieilles frictions et les rapports de hiérarchie classique surgissent, sans doute accentués par les destins divers qui les ont éloignés les uns des autres. Alors d'emblée, il y a une jeune femme vêtue de rouge qui se tient à l'écart des discussions et qui regarde surtout le public comme un point d'interrogation, comme si elle avait besoin d'aide. Alors, il s'agit de Mona, qui est en quelque sorte l'axe central autour duquel tourneront et se définiront les autres personnages. Elle est handicapée, elle est malade, mais on ne sait pas exactement ce qui ne va pas. Elle est capricieuse, elle a des caprices de femme-enfant, elle a des moments de folie, et en fait, sa présence par intermittence donne en quelque sorte un rythme à cette pièce autour de ce groupe de 7 personnages. Alors, ils chercheront tour à tour, d'une manière maladroite, de prendre soin d'elle, soit en la protégeant, soit en l'obligeant à bouger, à se manifester, à être autonome, et ainsi surgissent des discussions, des différences de point de vue, des angoisses communes ou non. Il y a des souvenirs qui refont surface. Tout se rejoue comme en un kaléidoscope où les dessins successifs vont se briser en quelque sorte. Et Mona, elle semble échapper à toutes les injonctions. Elle vit dans sa bulle, même si elle dépend des autres personnages. Et donc, à partir de là, se pose la question, qui dans notre monde déstructuré va prendre soin des fragiles? Qu'est-ce que cela veut dire, prendre soin?
quels sont les intérêts en jeu, quelle attente, quelle compréhension idéologique, altruiste, égoïste, et comment est-il possible d'être à ce point à côté de quelqu'un et de ne rien voir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'auteur a donné ce titre « Take Care ». Alors elle explique qu'elle a choisi de prendre le terme, l'intitulé anglais, parce que « Take Care », c'est à la fois prendre soin, mais aussi donner de l'attention à. Donc, et donc, c'est à partir de là qu'on voit il peut y avoir une bienveillance plutôt active, plutôt passive, excessive, sous toutes les modalités. Alors, le texte a été produit par les acteurs. Il y a donc eu un long travail de plateau des acteurs. Et il y a eu vraiment, apparemment, d'après ce que l'auteur a dit, donc aussi une discussion où chacun s'est défini par rapport à la malade en explorant ses rêves, ses fantasmes. Et c'est dans ce sens-là que le spectacle a aussi quelque chose de choral au sens musical du mot, avec parfois un rythme saccadé, il y a des colères, il y a des joies, il y a parfois un peu d'hystérie aussi. Et donc, on voit aussi qu'il y a des danses. Les acteurs changent aussi de costume. Là, vous les voyez presque dans des costumes assez formels, hein, mais ils vont se mettre dans des... on va les voir apparaître dans des pyjamas, etc. Donc, il y a tout un jeu sur les différentes atmosphères. Alors, dans les questions qui ont été posées à l'auteur par rapport à ses sources d'inspiration, Noémie Carco a dit qu'en fait, pour elle, la source d'inspiration pour cette pièce était le théâtre de Tchekhov. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment une atmosphère de vitalité mélancolique et drôle. Hein, donc, ce n'est pas une pièce d'action, ce n'est pas une pièce où on va trouver des rebondissements, des chassés-croisés, des situations imprévues. En fait, il n'y a pas de véritable action. Le temps semble s'écouler sans fracture, sans rupture, sans accélération, à part la mort de Mona à la fin de la pièce qui confronte les personnages à eux-mêmes, il ne se passe rien. Donc, le sujet compte beaucoup moins que les conversations des personnages. Il n'y a pas de héros, pas de prouesse. S'il n'y a pas d'intrigue, c'est aussi parce que les personnages n'ont pas d'adversaire ou d'ennemis. Le conflit, le déséquilibre gagne en quelque sorte l'ensemble des acteurs. L'origine du mal n'est donc pas un individu ou une volonté particulière, mais plutôt la tournure des choses, la manière dont ça se passe. Rien de tangible, de réel, qui est la cause du dénouement un peu compliqué. Hein. Il y a fondamentalement un portrait bienveillant des auteurs. Hein. Ils ont leurs petits défauts, mais ils sont fondamentalement de bonne volonté. Et malgré toutes les paroles échangées, les confessions à cœur ouvert, les reproches, les bonnes résolutions, ils s'engagent dans une tragédie. Donc les personnages se débattent dans un monde auquel ils ne comprennent pas rien. Ils arrivent donc à un résultat non voulu. Donc, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de montrer les actes de tel ou tel personnage, mais de décrire la conscience des personnages, ou la conscience que le personnage a de ses actes, la représentation qu'il se bâtit de sa propre expérience. C'est une pièce très lyrique, hein, où se mélangent le rire, la tristesse, les émotions. Et ces émotions ne sont pas évoquées par de grandes paroles, mais par des conversations banales qui se rapprochent de la vraie vie. Alors, je vous dirais que c'est en fait la pièce qui a reçu le prix des Arts de la Scène. Pour ce qui est de Florian Pâques, il a eu le prix de la découverte. C'est un tout jeune auteur, donc c'était sa toute première pièce, et donc il a eu cette belle récompense. Alors, je vais ensuite passer à la pièce suivante, qui est celle de Anne-Cécile Van Dalem, Kingdom. Il s'agit en réalité d'une trilogie, comme Cécile a déjà dit, qui comporte 3 pièces,
Tristesse, qui évoque les derniers habitants d'une île danoise en proie au populisme et qui a été produite en 2016, mais qui n'avait pas été publiée. Puis Arctique, qui se déroule dans les cales d'un paquebot à la dérive, où tout le monde va périr, dans le grand froid. Et enfin, donc, il y a eu Kingdom, qui a été produite donc, pour la première fois en 2021. Et ça se déroule dans un décor de la taïga sibérienne. Alors, les 3 pièces, Cécile a dû les lire aussi, les 3 pièces se déroulent dans une ambiance de huis clos nordique et apportent un message fondamentalement pessimiste. Ce sont des pièces très noires. Contrairement, le message, c'est contrairement aux attentes, l'avenir ne répond pas à la promesse d'un monde meilleur. Donc, tout se passe, toutes les 3 pièces ont fondamentalement un dénouement extrêmement malheureux. Et les 3 pièces ont aussi une dimension écologique ou politique. La première pièce fait intervenir la corruption d'un parti populiste qui conduit les habitants de l'île à s'entretuer. Dans les 2 autres pièces, c'est plutôt l'écologie qui constitue un peu l'arrière-plan, même si ce n'est pas des pièces à thèse en quelque sorte. Mais il est clair que l'écologie est une dimension importante. Alors, vous avez ici un peu sur la diapo, vous avez le décor dans lequel se déroule Kingdom. C'est un baraquement formé de 2 maisons où devant coule une rivière. D'un côté, vous avez la forêt et de l'autre côté, vous ne voyez pas très bien, je pense ici, vous avez une barrière. Alors, cette barrière délimite en quelque sorte le territoire et au-delà de la barrière commence le territoire de l'autre. Il y a des enfants angéliques qui vivent avec leurs parents et leurs grands-pères en communauté avec la nature. Alors, Kingdom est en fait la parabole d'une utopie manquée à l'initiative d'un patriarche un peu mégalo. Une famille a choisi, il y a une 30aine d'années, de plier bagages et de quitter l'Europe pour rejoindre les terres vierges de Sibérie, avec la ferme intention de dénicher dans la communion avec la nature ce que le monde des hommes n'était plus en mesure de leur offrir. Alors, au fil du temps, les membres de la famille apprennent à maîtriser les éléments, la beauté de la nature, mais aussi le danger et le côté pernicieux de la nature. Et les 3 générations qui se côtoient ont d'ailleurs pu faire des sacrifices au nom de ce royaume, des sacrifices qui hantent la vie, qui font naître des fantômes et qui conduisent parfois à un point de non-retour. Alors aujourd'hui, il se retrouve sous l'objectif d'un cinéaste, vous le voyez d'ailleurs sur ces diapos. Donc il y a un peu une mise en abîme, qu'on trouve d'ailleurs aussi dans une autre pièce, donc la pièce Arctique. Il y a aussi un journaliste qui accompagne et qui va enregistrer toute l'aventure, sans pouvoir jamais transmettre cette aventure d'ailleurs au monde habité, parce qu'il va périr. Alors, donc le cinéaste arrive et il trouve en quelque sorte ce monde idyllique, mais en même temps, parallèlement, se joue une guerre sans merci, parce que derrière la palissade sont installés des voisins qui sont devenus des ennemis. Et le contraste ne peut être plus grand, alors que la première famille vit selon un mode animiste, les autres mènent un grand train selon une logique consumériste qui les a obligés de conclure un pacte avec des braconniers, des destructeurs de l'écosystème de la taïga sibérienne. Et surtout, il s'impose comme un danger à peine perceptible, et donc il y a vraiment la question dans ces conditions très, très difficiles de survie,
de part et d'autre de la barrière, désormais qui est une vraie frontière, hein, chacun a son territoire et chacun va le protéger. À cela se rajoute que certains enfants ou petits-enfants sont fidèles et ils vont défendre le modèle écologique et autarcique du patriarche, alors que d'autres sont en fuite et ont envie d'aller découvrir ailleurs. Alors, la menace qui émane des voisins est d'autant plus pressante et oppressante qu'ils restent cachés dans l'ombre, comme ce sont en quelque sorte des ennemis invisibles, au point que de temps en temps, on peut se demander si ce n'est pas de l'imagination. Alors, on découvre progressivement que ces voisins ennemis sont en réalité une branche cousine de la famille, ce qui donne à la pièce l'allure d'une épopée familiale qui met en scène un conflit ancestral. Et la pièce va se terminer par le constat de l'échec de l'utopie, un monde qui est en train de disparaître, où la nouvelle génération qui a été bercée dans cette utopie et qui est prisonnier des affrontements qu'elle n'a pas choisis, aura à se réinventer. Alors, la pièce fait usage d'une utilisation orchestrée très réussie du cinéma et de théâtre, que je vais vous illustrer tout à l'heure par un bref extrait, mais je vais peut-être au préalable présenter l'extrait de la pièce de Geneviève Damas, Quand tu es revenu. Donc, vous avez ici encore une scène où vous voyez donc, le côté un peu animiste, c'est l'enterrement de leur chien. Et donc, vous voyez ici devant la rivière où ils ont posé des bougies, ils vont donc brûler le cadavre du chien qui a été empoisonné, évidemment, par les voisins. Alors, Geneviève Damas, Quand tu es revenu. Il s'agit d'une pièce qui a un questionnement assez intéressant, je pense. En amour, est-ce qu'on peut partir et revenir comme une fleur 20 ans plus tard? Est-ce qu'on peut promettre de toujours revenir? Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux dans ce voyage? Et donc, évidemment, vous voyez apparaître le mythe d'Ulysse. Pénélope a attendu sagement Ulysse, en repoussant tous les prétendants. Et dans les histoires, le héros part et il revient. Alors, il est normal que la femme soit disponible, attendre tout le temps jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc, la question est comment est-ce que ça se passe dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe quand un homme revient 20 ans plus tard? L'épouse est-elle née pour supporter, comme Pénélope, l'attente hypothétique, l'attente du retour hypothétique de son Ulysse, et l'homme, est-ce qu'il a vraiment besoin de partir dans le monde à la recherche de on ne sait pas quelle aventure pour vraiment se réaliser en tant qu'homme? Donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la relation entre hommes et femmes? Alors, vous avez ici les deux protagonistes, Dukling et Fluck. Alors, Fluck, c'est l'homme. Fluck, c'est en germanique, ça veut dire vol. Et donc, ça fait allusion au nom d'Ulysse, Odyssée, qui veut dire voyage. Dukling, Pénélope veut dire oie sauvage, donc Dukling, le duck. Vous voyez, il y a clairement une allusion à ces d'Ulysse et Pénélope. Alors, les deux protagonistes, Dukling et Fluck, sont invités à dîner chez des amis communs, Jean-Marc et Mélanie. C'est un couple recomposé qui habite un bel appartement bourgeois. Et pendant que leurs hôtes s'affairent en cuisine auprès de leur fils, les deux convives se retrouvent seuls pendant un certain temps, face à leur passé commun. Donc, Fluck a aussitôt reconnu Dukling, son épouse, alors que Dukling, non, elle découvre. Vous voyez ici, j'ai essayé de prendre cette capture d'écran où elle
il y a cette reconnaissance. Alors, Fluck a abandonné Dukling et leur fils Maki 20 ans plus tôt pour partir à l'étranger et s'engager dans l'humanitaire. Et Dukling, elle n'a pas attendu comme Pénélope, elle a refait sa vie avec un autre homme, avec qui elle a 2 filles. Et Fluck lui déclare la flamme. Et va-t-elle à son tour abandonner tout ce qu'elle a construit, refuser la stabilité qu'elle a créée pour un homme qu'elle a tant aimé? Alors, parallèlement, on suit les retrouvailles d'Ulysse et Pénélope. Les histoires très poreuses de 8 personnages se succèdent et s'entremêlent. Il y a Fluck et Dukling, il y a Jean-Marc et Mélanie, un couple qui ne marche pas trop bien, et puis il y a Pénélope et Ulysse, et puis il y a la femme et l'homme en général. Et donc il y a le texte est assez ludique, et donc Geneviève Damas explore le thème du couple et plus largement le départ, l'attente, l'absence, la résilience. Elle va décomposer le récit en différents matériaux, des variations. Et donc, c'est un texte très ingénieux, avec beaucoup d'amour. Et elle joue avec différents niveaux de narration et elle mêle le réel à la fiction, dans ce sens qu'elle évoque aussi sa propre histoire familiale, notamment celle de ses grands-parents paternels. Le grand-père était souvent parti, disait à la grand-mère, tu sais, je vais quand même revenir. Un jour, il n'est pas revenu, il a eu un accident. Et donc, sa maman a dû rester seule, sa grand-mère est restée seule, a dû s'occuper financièrement de ses enfants, ce qui n'était pas facile. Et donc, elle est la première dans sa famille d'être indépendante financièrement et d'avoir en même temps des enfants, et elle se demande s'il y a une place pour l'amour. Et donc, c'est à partir de là qu'elle va redécouvrir le mythe d'Ulysse, dans lequel s'enracine le texte, et les personnages acquièrent en quelque sorte un statut de héros, avec aussi donc cette référence étymologique à l'étymologie des 2 noms, Ulysse et Pénélope. Et donc on voit, il y a en fait, j'ai beaucoup aimé cette pièce, peut-être aussi parce que en tant que femme de ma génération, j'ai reconnu un certain nombre de difficultés avec lesquelles j'ai lutté. Mais il y a aussi ce mélange de fiction, mythologie, récit familial qui est vraiment très réussi, je trouve. Et donc, à travers cette pièce, on voit aussi, on questionne un peu Geneviève Damas questionne un peu la façon d'être au monde à 2, en plaidant pour une autre union, consciente de la fragilité, mais aussi, en fait, ce besoin de vivre plusieurs vies simultanées, une vie amoureuse, une vie familiale et une vie professionnelle. Donc, c'est une très belle pièce, je trouve, une pièce jubilatoire, mais aussi explosive, du couple, et comment l'homme et la femme cherchent à coexister, quel est le rapport qui peut s'établir dans notre société, donc entre deux personnes indépendantes, ce qui est en fait vraiment une mutation, donc dans la vie du couple par rapport à ce qui existait dans la première moitié du XXe siècle. Voilà, j'en reste là, et donc il y a peut-être juste encore 5 minutes pour les extraits. Alors, Anne, tu souhaites que je passe donc l'extrait qu'on a, le lien que tu m'as envoyé, oui. C'est ça, d'accord. Je crois que je vais devoir reprendre la main côté... Oui, je vais, en effet, merci. Je vais te le faire tout de suite. Donc, nommer animateur. Voilà, c'est fait. Alors, partage d'écran. Donc, il s'agit de la pièce Kingdom de Anne-Cécile. Je m'appelle Ania. Moi, c'est Darina. Et lui, c'est Mishka. Et la plus grande,
C'est Elena. Ce sont nos enfants. Zoé et Amand. Quand on est arrivé ici, c'était le printemps. Il n'y avait rien. Que des ronces, des arbres. Il a fallu tout défricher. Avec Lisa, ma femme, et mes 3 fils. Ils disaient tout le temps, c'est dur, c'est dur. Et moi, je leur disais, ah oui, c'est la vie, ça. La vie, c'est pas toujours. Surtout ici. Tu vois ça? On voit le braconnage. Ils sont venus se tirer sur tout ce qui bouge. Qu'est-ce que tu veux faire avec un corbeau? Les voisins ont empoisonné la chienne. Ils font ça par-dessus la barrière. Ils jettent un bout de viande et puis les chiens le mangent. La dernière fois, ils ont dit qu'ils allaient m'empoisonner aussi. C'est facile pour eux. Le sucre est toujours sur la table. Papa savait que ça arriverait. Tu les laisses tout faire. Tu t'aplatis devant eux. Maintenant que la chienne est morte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous avons payé notre dette. Quoi? Elle avait mordu les braconniers. Honneur qui arrive avec l'hélicoptère. Sergei Vassilievich. Вы меня слышите? Il faut partir. Pas question. On est chez nous ici. On était là en premier. Ouais, c'est ça ton problème? Que vous étiez là avant? Il y a des bandits qui menacent notre famille, toi tu veux rien faire. De quelle famille tu parles, toi? Ce sont nos cousins. Et ils sont en danger comme nous. Ce sont des étrangers, ils ont empoisonné ta chienne. Non, ils ont pas empoisonné la chienne. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai voulu vous construire un royaume pour que vous ayez accès à tout ce que ce monde a fait de plus beau. Je n'ai pas su me défendre. Voilà. Alors, je voulais juste encore dire que la pièce Étienne A va être jouée à Paris, à la Scala. Je pense que c'est mars-avril. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci pour ta belle présentation et cette découverte que tu nous permets du théâtre contemporain belge.